Et Merci celle beaucoup, de, Prud'homme. Merci beaucoup, messieurs. et donc, et celle du docteur Ducournau François de Brest, apprentissage, une technique MIPO des fractures du radius distal, compagnonnage versus simple expérience versus pratique délibérée. Alors, donc, alors, Bonjour. bonjour. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend. Est-ce que vous pouvez... Monsieur le Président, Voilà, vous c'est pas m'entendez? Là, on t'entend de nouveau, oui. D'accord. Alors, je vais vous présenter ce travail que nous avons réalisé au CHU de Strasbourg sur l'apprentissage d'une technique d'ostéosynthèse MIPO sur les fractures du radius distal, où nous avons comparé le compagnonnage traditionnel à la simple expérience et à la pratique délibérée. Alors, ce travail nous est venu car nous avons lu l'article publié dans le British Journal of Medicine qui parle en fait de la iatrogénie comme la troisième cause de décès aux États-Unis, derrière les maladies cardiovasculaires et le cancer. Dans ce journal, les auteurs proposaient, pour diminuer cette iatrogénie, d'augmenter la formation finalement des médecins concernant le diagnostic de cette iatrogénie et puis comment soigner. Donc, augmenter en fait, améliorer les compétences des médecins. Or, depuis une dizaine d'années en France et 17 ans précisément aux États-Unis, la durée de travail des médecins en formation a diminué. Cette diminution du temps de travail a conduit, d'une part, à une diminution de la proportion d'activité chirurgicale pour les chirurgiens en formation et une augmentation relative du pourcentage de travail administratif et de paperasse. Devant ces deux constatations, on s'est demandé comment peut-on assurer le contrôle de la bonne qualité de la formation, de ce qui est réalisé au bloc opératoire, et comment optimiser la courbe d'apprentissage pour les techniques chirurgicales à apprendre, indispensables à un chirurgien orthopédique, un chirurgien de la main notamment. Alors, pour ce qui est du contrôle qualité, traditionnellement, on utilise les comptes rendus opératoires pour voir ce qui a été fait. Au staff, le matin, souvent les radios post-opératoires qui vont juger le travail réalisé la veille. Un peu plus tardivement, les évaluations avec des études de cohorte pour voir si les résultats sont satisfaisants. Et plus récemment, on vient de le voir avec le robot, mais on voit apparaître dans les blocs opératoires des caméras qui permettent de filmer les interventions chirurgicales. Alors, ça, c'était pour le contrôle qualité, mais pour ce qui est de la formation, c'est autre chose. On voit que déjà en 1946, Dale présentait cette pyramide de l'apprentissage où il classait la quantité d'informations qui était retenue par l'apprenant en fonction du support utilisé. Et on comprend bien que finalement, c'est l'implication de la personne qui apprend qui va conditionner ce qu'il retient. Dans cette étude, nous parlons de trois concepts: le compagnonnage, la simple expérience et la pratique délibérée ou deliberate practice. Alors, le compagnonnage, ça traite de l'enseignement empirique avec un interne qui suit son maître et qui apprend comme ça son travail, son métier de chirurgien. Lorsqu'on parle de simple expérience, ça se rapporte à l'utilisation d'un support visuel ou vidéo pour enrichir sa connaissance chirurgicale. Et puis, on a la pratique délibérée, c'est l'anglicisme, mais deliberate practice, qui est
un concept développé par Ericsson en 1993 et qui se rapporte à un travail conscient, un travail volontaire de l'apprenant qui se fixe un objectif pour améliorer sa performance et qui, grâce à des évaluations répétées et un retour d'expérience du maître, permet d'améliorer, de raffiner sa performance. Alors, c'est très utilisé notamment et étudié dans le sport de haut niveau, dans les échecs ou la musique, où ce type de fonctionnement fait partie intégrante de l'entraînement des performeurs. Dans cette étude, nous avons utilisé 5 niveaux pour évaluer la performance technique des chirurgiens. Le niveau 1 étant un niveau débutant et le niveau 5, le niveau expert. Traditionnellement, le compagnonnage permet, on dit, d'acquérir un niveau 3 de performance. La simple expérience permet rarement d'acquérir un niveau 5, contrairement à la pratique délibérée, qui, en se fixant des objectifs d'apprentissage, permet, à partir du retour d'expérience, comme je l'ai dit, d'améliorer le niveau de l'apprenant. Alors, l'hypothèse de ce travail était que pour l'apprentissage de la technique d'ostéosynthèse des fractures du radius distal MIPO, la technique de pratique délibérée était supérieure à celle du compagnonnage ou de la simple expérience. Nous avons étudié la technique MIPO, qui est une technique d'ostéosynthèse, comme je vous l'ai dit, des fractures du radius distal, qui consiste, à part une incision de 1,5 à 2 cm, d'obtenir, en préservant les tissus musculaires, des réductions tout à fait satisfaisantes avec une petite incision. Pourquoi les fractures du radius distal? Parce que c'est fréquent, c'est avec les fractures de l'extrémité supérieure du fémur et métacarpienne, c'est les fractures les plus fréquentes, et que le nombre d'ostéosynthèses a presque doublé en l'espace de 10 ans avec l'arrivée des plaques d'ostéosynthèse antérieure verrouillées pour le radius distal. Le matériel de notre étude comprenait 4 chirurgiens, des chefs de clinique du service du professeur Liverneau, qui ont réalisé chacun 15 ostéosynthèses de fractures du radius distal. C'était des fractures qui étaient des fractures A1 et C1, et qui ont été filmées grâce à une caméra HD et notées à l'aide d'un score qu'on appelle un score OSATS, qui comprend 20 items, 10 items de technique de base et 10 items de technique spécifique à la technique MIPO. Nous avons attribué à chaque niveau de chirurgien, allant, comme je vous l'ai dit, de 1 à 5, un score OSATS. Et nous avons fixé ce score a priori, avant l'intervention, avant la réalisation de l'étude. Un observateur indépendant visionnait chacune des vidéos réalisées et notait les intervenants en fonction du score OSATS. La méthode comprenait 3 étapes. Une étape de compagnonnage, où le chirurgien réalisait la technique, était filmé, comme je vous l'ai dit, en réalisant la technique comme il l'avait appris lors de son compagnonnage dans le service du professeur Liverneau. Une deuxième étape, qui était une étape de simple expérience, où on fournissait aux opérateurs la technique décrite et des vidéos expliquant pas à pas les étapes de l'ostéosynthèse. Enfin, une étape de pratique délibérée, de deliberate practice, où cette fois-ci, on reprenait toutes les vidéos avec les erreurs les plus fréquemment réalisées et on expliquait aux intervenants quelles erreurs ils faisaient et comment faire pour corriger ces erreurs. Nous avons noté à chaque étape les moyennes d'OSATS et nous les avons comparées étape par étape. Voici les résultats que nous avons retenus et on voit qu'il y a une augmentation qui est statistiquement significative de l'OSATS entre
l'étape de compagnonnage et l'étape de deliberate practice, et entre l'étape de simple expérience et l'étape de deliberate practice. En fait, cette notion de pratique délibérée, comme je vous l'ai dit, est très étudiée dans le sport de haut niveau, et nécessite un engagement complet de l'apprenant, avec un but qui doit être bien défini, d'amélioration. Il faut que l'apprenant soit extrêmement motivé parce que ça demande beaucoup d'investissement personnel. Et puis, il faut avoir un retour d'expérience du maître avec un feedback qui soit immédiat et des possibilités de répéter l'acte afin de raffiner finalement la performance de l'opérateur. En conclusion de ce travail, nous pensons qu'au terme de cette étude, que la pratique délibérée permet en effet d'optimiser notre courbe d'apprentissage et obtient peut-être des meilleurs résultats même que le compagnonnage traditionnel. Elle devrait être généralisée pour optimiser l'apprentissage d'autres techniques dans les années à venir et améliorer ainsi la gestion du risque en chirurgie. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, Jérôme Tonetti à Grenoble, je suis très heureux de cette communication qui touche à ce qu'on a de plus précieux en tant qu'universitaire, c'est-à-dire l'apprentissage. Franchement, sur un modèle aussi contraint que la plaque de poignet. Alors, je reconnais la marque de ton maître Liverno avec sa petite boîte de poignet. J'ai pensé que tu allais nous montrer les plaques souples, mais heureusement, ce n'était pas ça. Donc, j'ai une question avant pour lancer un petit peu le débat sur cette analyse. D'abord, pour ce qui concerne l'identification de l'apprenant en stade 1, 2, 3, on a l'impression que entre le compagnonnage du stade de quelqu'un qui est au stade 3 et l'expérience de celui, qu'on avait le même niveau de connaissance entre ceux qui allaient subir simplement le compagnonnage et ceux qui allaient avoir le retour d'expérience. Alors que dans la fonction, comme c'est exprimé dans la littérature, visiblement, c'est plutôt pour les gens qui sont au stade 3 qu'on va bénéficier de ça, alors que le compagnonnage, c'est un petit peu le débrouillage. En gros, l'interne, il est là, il regarde son maître, il essaye de faire pareil, mais l'autre le reprend tout de suite. Donc là, vous avez, de manière délibérée, identifié que des stades 3 pour appliquer soit le compagnonnage, soit l'expérience. C'est ça que je voulais comprendre. Non, alors c'est le gros défaut de notre étude, c'est que nous avons fait une étude en série finalement et que chaque opérateur passait du compagnonnage à la simple expérience et à la pratique délibérée. Ce qui veut dire qu'on n'est pas capable de dire est-ce que ce n'est pas le passage par la simple expérience puis à la pratique délibérée qui permet cette augmentation des résultats, ou bien est-ce que c'est vraiment la pratique délibérée qui permet d'améliorer les résultats. Alors, en plus, vous avez raison, c'est qu'on choisit des opérateurs de niveau 3, c'est-à-dire c'est des gens qui savent opérer. Est-ce que la pratique délibérée est adaptée à des opérateurs de niveau 1 ? L'interne qui arrive dans le service, est-ce qu'on peut appliquer cette technique délibérée à ces internes ? C'est la question qu'on se pose en ce moment et qu'on essaie d'élucider un peu avec de nouveaux travaux. Parce que dans les modes classiques d'apprentissage, il y a la notion de mettre l'étudiant, l'apprenant, au pied du mur en lui mettant un problème sous les yeux, c'est-à-dire en gros, on lui dit « vas-y, commence, incise, opère », et là, il se rend compte qu'il ne sait pas faire. Donc, il y a le premier stade qui est celui où il prend conscience qu'il ne sait pas, qui est un petit peu noyé dans le compagnonnage à ce moment-là. Et donc, il fait lui-même déjà ce travail de practice délibérée en se disant, là, je n'ai pas su, je vais bosser ce point. C'est-à-dire qu'en fait, on me dit incise, et puis il ne sait pas qu'en fait, il incise entre le tendon du courbe palmaire et le paquet radial. Donc, du coup, il prend conscience à ce moment-là, et donc il s'oriente vers une
vers un apprentissage délibéré de cette voie d'abord parce qu'il a pris conscience. Ça ressort pas forcément. Comment est-ce que je retrouve ça dans votre étude? On le retrouve pas, en fait. C'est que vous avez complètement raison. Il y a dans le compagnonnage déjà du deliberate practice. En fait, Erickson l'explique très bien. En fait, le deliberate practice, il le sort de l'apprentissage des sportifs de haut niveau, des joueurs d'échecs de haut niveau. Dans l'apprentissage du chirurgien actuel, il y a un peu de deliberate practice. La question, ce travail, il posait plutôt à se dire, on sait qu'on fait déjà un peu de deliberate practice, est-ce qu'on est capable d'intellectualiser ces concepts et de se dire, on va pousser vraiment le concept jusqu'au bout? Très bien. Alors, j'incite les auditeurs à appuyer sur le petit bouton « Converser » et à écrire des questions pour qu'on puisse les donner à tout le monde plutôt que de prendre la parole. Mais sinon, si quelqu'un veut prendre la parole, il est le bienvenu. Maxime Ross veut parler. Oui, oui, s'il vous plaît. Bonjour. Merci, M. Ducournau, pour cette présentation qui est très intéressante. Vous touchez du doigt les difficultés des études pédagogiques, Alors, puisque justement, Maxime Ross. Très bien. Pardon. Voilà. Vas-y. Excuse-moi. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Donc, je disais, vous touchez du doigt, M. Ducournau, toute la complexité des études pédagogiques, puisque justement, il est très, très, très difficile de mettre en place une étude qui soit randomisée, à moins de le faire dans des centres de simulation. Vous relevez le score Rosatz, qui est quelque chose de pertinent et qui a montré justement l'intérêt de la vidéo dans la possibilité de pouvoir évaluer les gens. Ça, c'est passionnant. Je ferai un commentaire et une question supplémentaire. D'un point de vue pédagogique, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que le compagnonnage est empirique, puisque le principe du compagnonnage est d'amener aussi des explications théoriques, ce qu'on appelle le message anecdotique aussi, qui est son importance. Ce n'est pas seulement l'expérience que l'on va vivre, mais aussi tout le discours qui encadre cette expérience et qui est fondamental dans l'apprentissage, notamment des plus jeunes. Est-ce que, selon vous, donc, à très juste titre, Monsieur Tonetti a précisé qu'effectivement, il y avait peut-être la suite qui avait été apportée entre le compagnonnage, puis la simple expérience, puis le deliberate practice, qui fait que finalement, à chaque fois, on est monté en compétence de cette façon-là. Il a aussi précisé que le deliberate practice était peut-être plus pour des gens un peu plus confirmés. Bon. Vous me passez le… On a malheureusement un défaut de connexion avec Maxime Ross. Est-ce que Je pense que le mieux, ce serait peut-être que le Maxime Ross coupe sa vidéo à minima pour qu'on essaie de gagner un peu en bande passante. Parce que la vidéo plus son, malheureusement, on perd le son et ou la vidéo là. En tout cas, sur le début, Dr Rass a tout à fait raison. Il y a pas que de l'empirisme dans le compagnonnage, bien sûr, et c'est une erreur de ma part, c'était pour résumer les choses, mais en effet, tous les messages théoriques qui sont transmis par le maître ne font pas partie de l'empirisme, en effet. Bonjour à tous, je suis Philippe Mar, le vice-président de l'Académie. Je m'adresse à Jérôme Tonetti. Cette discussion est extrêmement intéressante, mais nous sommes obligés de l'interrompre, sinon nous n'aurons pas le temps d'entendre toutes les présentations. Donc, est-ce que Marc Zanello peut présenter la communication suivante? Merci beaucoup.